Bonsoir, bienvenue dans la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit, sur metatv.org, c'est la saison 2. Et ce soir, on va accueillir dans quelques instants avec nous Yannick Van Dorm. Donc on va parler d'électroculture. Alors un grand big up, un bonjour à la régie, un bonjour à tous ceux connectés sur le chat, bien sûr, ils sont nombreux, Grachian, Sefi, bien sûr, le buraliste, Ouragan, Hermite, Sankoukai, Balzac, Dasdili, Giorgio, Astolf, Edved, Le Doute Mabi, Talion, Lionpard, Sage, Mig, Fer Edman, Brice Séraphin, Zlokla, voilà, bonjour à tout le monde, voilà, tout le monde est bien chaud, évidemment, pour cette émission. Alors, émission, comme je l'avais expliqué hier, qui initialement devait se dérouler donc hier, puis bon, pour des petites raisons techniques, ça n'a pas pu se faire, donc c'est pour ça qu'on avait interverti. Donc hier, il y a eu une libre antenne, et ce soir, on accueille avec nous Yannick Van Dorm. Dans quelques instants, dès que la régie me fera signe, voilà, encore un petit peu de temps, voilà, encore 2 minutes, le temps de faire des réglages. Voilà, il y a Émilie qui vient d'arriver, on lui dit bonjour aussi, Liberty, Croque-Monsieur, Steve, voilà, la méta-famille. Hein. Voilà, on me demande si ça marche les coups de fouet, j'attends toujours mon fouet, celui qui m'offrira un fouet, je l'attends toujours. Ah voilà, on me dit que c'est bon à la régie, donc on va pouvoir accueillir Monsieur Van Dorm avec nous. Vous m'entendez, Monsieur Van Dorm? Oui, Ah, bonjour. bonjour, bienvenue sur la Libre Antenne. Et Merci. on va pouvoir vous présenter, ça y est, on est donc en direct avec, avec le public, avec les métanautes, pour parler donc d'électroculture, parce que vous êtes un spécialiste quand même en la matière. Un spécialiste, c'est toujours un grand mot, hein. Oui, c'est toujours un grand mot, spécialiste. Alors, Ah, est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, on va dire, pour commencer, qu'on puisse un peu savoir quel est justement ce domaine de l'électroculture, vous, que vous étudiez depuis longtemps? le domaine de l'électroculture, c'est un domaine très vaste qui concerne tout ce qui est influence des énergies magnétiques, électricité sur les plantes. Après, et pour la fertilité des terres. Et après, moi, là-dedans, je me concentre surtout sur des techniques où on utilise les énergies naturelles parce qu'on peut aussi faire des choses avec l'électricité artificielle, mais disons que ça, je suis pas trop pour. Voilà. Ah, je me limite déjà dans certaines techniques. Voilà. Alors, pour résumer, on peut dire que donc l'électroculture, c'est une technique, une technologie qui, par l'utilisation d'ondes, ou en tout cas d'énergie électrique, Oui, va favoriser, je veux dire, l'agriculture, quoi, en général. oui, oui. Ah, le mot électroculture même vient du mot électrum et culture. Culture veut dire honorer la terre. Ah, agriculture, ça veut dire honorer la terre. Ouais. Et électroculture, électrum, ça vient du mot ambre. Je pense en ancien grec, je pense, je ne suis pas sûr, mais ça vient du mot ambre. Et tout au début, quand il découvrait le phénomène de l'électricité, il frottait un morceau d'ambre sur un tissu, par exemple, et Ouais. l'ambre se chargeait d'une certaine électricité statique. Et alors, ils pensaient qu'ils avaient découvert une nouvelle forme d'énergie. Donc, c'est tout au début de l'électricité, hein. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé électricité ambre, dans le sens que ça vient du mot ambre, parce que c'est le premier phénomène d'électricité. Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, et l'ambre, quand ils avaient ce fluide électrique, ils arrivaient après à le charger comme dans des batteries, comme dans des sortes de bouteilles. Et après, quand ils déchargeaient ce fluide électrique, magnétique, disons, sur par exemple un muscle, même un muscle qui était juste mort, d'un animal mort, ils voyaient que le muscle, il se contractait. Donc, ils pensaient, les premiers scientifiques qui découvraient ça, ils pensaient qu'ils avaient découvert l'essence de la vie.
Et au début, l'électricité, c'était très magique, dans le sens qu'ils pensaient qu'ils avaient découvert quelque chose qui était vraiment propre à la vie et qu'ils allaient pouvoir réanimer à des morts presque, hein, ou un muscle mort, il se recontractait. Et donc, on touche vraiment à l'essence de la vie. Maintenant, on sait très bien que la vie n'est pas que de l'électricité, même si on a beaucoup d'électricité en nous par notre système nerveux et notre cœur. Il y a aussi un grand champ magnétique autour de notre cœur. Et chez les plantes, pareil, chaque échange, le métabolisme des plantes ou les réactions chimiques, ben, ce sont aussi tous des phénomènes d'électricité, des échanges d'électrons. Une plante, on peut comparer une plante morte à un être vivant mort, ben, il n'y aura plus de phénomène électrique. Par exemple, un être humain, entre la vie et la mort, il y a aussi un phénomène d'électricité. Et quand on est mort, ben, il n'y a plus d'électricité. Alors on essaye de repomper avec des cardio, Ouais. des chocs électriques et des choses comme ça. Ben, une plante aussi, quand il n'y a plus d'électricité, elle est aussi morte. Hein, voilà. Maintenant, je ne dis pas que l'électricité est la vie, mais toute forme vivante a aussi une forme d'électricité en elle, je dirais. Hein. Après, c'est un peu philosophique, mais c'est quelque chose qu'on observe partout. Et ça commence même au niveau cellulaire, apparemment. C'est ça. C'est-à-dire qu'au niveau cellulaire, on pourrait agir voilà, par l'impulsion électrique et ensuite développer des choses, c'est-à-dire à très petit niveau. Ah oui, 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 bah oui, chaque cellule a aussi un tas de phénomènes électriques qui sont étudiés par rapport à la paroi, par rapport à la charge électrique du nucléus. Il y a plein de choses. Mais disons que c'est un domaine de la science qui est encore très méconnu. Très méconnu, qui n'est pas très mis en avant parce qu'on regarde aujourd'hui la science et ici l'agriculture souvent par une grille de lecture chimique et matérialiste où on voit des molécules et des produits chimiques agir les uns sur les autres, mais on ne regarde pas assez tous les phénomènes électriques que ça engendre, tous les échanges électriques et magnétiques et d'ondes, parce que quand on parle d'électricité, on parle aussi de fréquence. L'électricité, c'est pas juste un déplacement d'électrons d'une charge électrique, c'est aussi des fréquences. Par exemple, notre réseau électrique, ben, il est à 50 Hertz. Vous avez des lampes qui sont parfois à 1000 Hertz où on peut changer les Hertz. Ben, quand on parle après de fréquences, ben, c'est des informations. Après, on revient, par exemple, au téléphone portable. C'est aussi l'électricité qui est communiquée ou des ondes électromagnétiques. Mais après, là-dedans, il y a un tas de fréquences, il y a un tas de... c'est assez complexe. Et imaginez, toute notre électricité artificielle, comment c'est complexe. Ben, toute l'électricité naturelle est tout aussi complexe. Je pense, je suppose. Hein, par exemple, la foudre, Ouais. ça c'est maintenant un phénomène très connu, très connu et encore très peu connu aussi, hein, parce qu'on découvre encore tous les ans des nouvelles choses autour de la foudre. Mais la foudre, ce n'est pas que juste une décharge électrique, il y a plein de mystères, ils ne savent pas encore, les scientifiques d'aujourd'hui ne savent pas encore 100% comment la foudre est créée, pourquoi il est généré à tel endroit précis et pas à côté, etc. Et il y a plein de mystères autour de ça. Et la foudre, c'est aussi des fréquences qui sont émises. À chaque fois que la foudre tombe sur Terre, ben, ça crée une sorte d'onde de résonance, un peu comme si quelqu'un va taper sur un tambour. Ouais. Mais imaginez que la foudre, elle va taper sur la Terre et ça va faire une sorte de résonance qui va créer des ondes électromagnétiques de très basse fréquence qu'on appelle les ondes Schumann. Et ça, c'est des fréquences qui ont été découvertes que dans les années 50, 60, comme ça.
Officiellement, Schumann, c'est les années 60, je pense. Et ces fréquences-là sont très bénéfiques pour la croissance des plantes, par exemple. Et ce n'est pas que sur le lieu où tombe la foudre. Ces fréquences, quand il y a par exemple la foudre qui tombe en Équateur, ben, ces fréquences, ils sont émises sur toute la Terre. Hein, ça fait vraiment le tour de toute la Terre et ça influence toute la vie sur Terre. Donc ça voudrait dire que les orages et les moments où la foudre s'abat sur Terre, ça a véritablement une fonction en fait dans le cycle naturel terrestre. Oui, oui, ça a même une fonction très très importante pour maintenir la vie parce qu'on est, disons que toute la vie sur Terre, hein, je pense qu'elle est comme accordée. Ah, le mot accordé, il vient aussi un peu de la musique, hein, de s'accorder, Oui, de oui. fréquences qui s'accordent ou les guitares Oui, qui tout à doivent fait, un oui, petit oui, peu, oui, hein. oui. Et toute la vie sur Terre est accordée aux fréquences naturelles avec laquelle elle a évolué, avec laquelle et pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup étudié ça parce que c'est le domaine de l'invisible. Les fréquences, les ondes, c'est invisible. Ce n'est que récemment qu'on arrive à commencer à mesurer ça depuis un siècle environ et encore. Euh, mais par exemple, les ondes Schumann qui sont générées par la foudre, par exemple, Ouais. ben, on remarque qu'ils sont très très importantes pour la santé des humains aussi. Par exemple, j'avais lu un livre où il parlait que quand les premiers cosmonautes, astronautes allaient dans l'espace, ben, déjà après quelques jours, leur santé se dégradait très très vite. Et après, les Russes, ils ont découvert que quand ils faisaient un petit appareil qui émettait, qui copiait les champs magnétiques de la Terre et qui émettait les mêmes fréquences qui sont présents sur Terre, ben que les cosmonautes pouvaient rester beaucoup plus longtemps dans l'espace sans que leur santé se dégrade. D'accord. Et après, maintenant, j'ai eu il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux, un Japonais qui m'a contacté et lui, il pensait avoir fait une découverte. Il a remarqué que quand il émettait ces fréquences-là, les fréquences Schumann dans une serre, par exemple, donc artificiellement, générées artificiellement par des sortes d'eau-parleurs ou des sortes d'émetteurs électromagnétiques, ben, il remarquait que les plantes poussait beaucoup plus vite et poussait nettement mieux, était en meilleure santé et il voulait mettre au point un appareil comme ça pour diffuser dans les serres. Et disons que ça peut se comprendre maintenant. Ben, par exemple, les personnes très électrosensibles Oui. qui ont des problèmes avec les pollutions électromagnétiques, ben, eux aussi, on remarque souvent que beaucoup de ces personnes, quand ils portent un petit appareil qui émette ces ondes Schumann, Mhm. ben, souvent ils retrouvent un certain équilibre et leurs symptômes ou leurs problèmes de stress diminuent fortement. Donc, et ça peut se comprendre parce que les ondes artificielles d'aujourd'hui, ben, ils ne font pas que des dégâts sur l'humain, ils font aussi des dégâts sur les plantes. Il y a des arbres dans les villes qui meurent, à des allées complets d'arbres qui meurent, hein, où les arbres meurent les uns après les autres. Et ça vient parfois simplement à cause du Wi-Fi, à cause de différents types d'ondes qui ne sont pas très naturelles et qui sont tout à fait en désaccord. Et une fois, j'avais dit une fois dans un tribunal, alors, j'avais une affaire, c'est toujours embêtant les tribunaux, hein, mais une fois je leur avais dit, voilà, si maintenant quelqu'un il va dans la rue, il prend sa tronçonneuse et il coupe les arbres en pleine rue, bah, tout de suite la police il l'arrête. Ça semble logique parce Ouais, qu'on n'a ouais. pas à couper les arbres et à tuer les arbres dans la ville. Mais si maintenant les PDG des sociétés de télécommunications balancent plein de Wi-Fi et d'ondes dans les villes et que la moitié des arbres meurent, bah, lui peut continuer à aller en vacances, à se bronzer et à boire du champagne, vous voyez. Et il n'est pas du tout arrêté parce que c'est un problème d'ignorance. Hein, et c'est comme ça. Pourquoi c'est une idée que j'ai, c'est pourquoi on est
on est entouré de plein de technologies qui sont très néfastes pour nous, Ouais. ben, c'est beaucoup à cause de l'ignorance. Parce qu'à très haut niveau, ils sont parfaitement conscients, je pense, j'en suis convaincu, des dangers, par exemple dans l'agriculture, de certains produits chimiques et des pesticides. Mais ça fait partie de leur plan, je dirais, ou de leur objectif. Je ne sais pas quelles sont leurs motivations, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils en sont parfaitement conscients. Mais le policier ou le juge ou les avocats ou les enquêteurs de base, ben, eux, ils sont totalement ignorants de tout ça. Et donc, du coup, il y a plein de choses comme ça criminelles qui passent au-dessus d'eux. Et, et dans l'agriculture, c'est très manifeste. Si maintenant les agriculteurs, ils savaient la toxicité véritable des produits qu'ils utilisent, beaucoup ne l'utiliseraient pas. Et en plus, s'ils savaient que, par exemple, je connais par une histoire anecdotique, mais je ne peux pas citer le nom dans les médias comme ça, mais par exemple, un des actionnaires principaux d'une des plus grandes firmes agrochimiques installées en Suisse, Ouais. chez lui, donc lui il gagne on va dire des millions, voire des milliards en vendant les produits chimiques aux agriculteurs, mais chez lui c'est tout en biodynamie. Et il va manger que biodynamique, vous voyez? Donc ça montre bien que lui-même, il mangerait même pas des légumes qui ont été traités avec les produits qui revend aux autres. Et là est tout le problème. Hein. Les problèmes des lobbies, ouais, les problèmes des lobbies, ça ne date pas d'aujourd'hui, ou les problèmes qu'on a aujourd'hui, par exemple, par rapport aux OGM et les pressions de Monsanto, Mhm. etc., ben, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, dans les années 20, 30, l'électroculture était ciblée par les lobbies pour détruire toutes les techniques d'électroculture et pour ne plus en parler. Et ils ont tellement réussi que, euh, euh, que, euh, que maintenant, ils ont même enlevé, après la Deuxième Guerre mondiale, et même déjà à partir des années 30, on ne retrouve plus le mot électroculture dans un dictionnaire. J'ai demandé, j'ai écrit une fois à Larousse s'ils pouvaient mettre le mot électroculture. Ils m'ont répondu un truc bidon, mais ils l'ont pas encore mis, le mot électroculture. Mais, mais c'est pour dire que la censure fonctionne très bien et n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, mais ça date depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Hein. Oui, parce qu'il semble que justement, c'est ça qui m'a étonné, l'électroculture, c'est une technologie redécouverte qui existait déjà au début du siècle. Il y avait déjà des tests d'électroculture. Ouais, ouais. Bah même un des grands spécialistes, c'était le directeur de l'école d'agriculture de Beauvais. Ah, c'est une petite ville au nord de Paris. Oui, bien sûr, on Euh, connaît. et c'était une école d'agriculture qui est encore très connue aujourd'hui. Le premier directeur de cette école était un spécialiste de l'électroculture. J'ai, et dans les années 10, 20, 30, il y avait un industriel qui s'appelait Justin Christoflo. Et lui, c'était pas encore l'ère d'Internet. Hein. Et lui, il avait développé des systèmes Ouais. qu'il exportait dans le monde entier. Il a été jusqu'en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et il y a très peu d'écrits qu'on retrouve sur lui, sauf des brevets, et, euh, et aussi un livre qui est ressorti en Australie, donc qui a été écrit par Justin Christoflo, qui était un chercheur industriel dans ce temps-là, indépendant aussi, un peu comme moi, mais dans son temps, on va dire. Mhm. Hein. Et lui, il était à Queue-les-Yvelines, donc c'est pas loin de Paris non plus. Si Ouais. jamais il y a des personnes qui peuvent trouver des traces, c'est toujours intéressant. Et j'ai réussi, il y a peu de temps, à rencontrer
Roland Verlaine, c'est un des co-auteurs d'un livre sur l'électroculture qui a paru en 2010, je pense. Et lui, il a pu récupérer dans les années 70 par la secrétaire de Justin Christoflo, un Ouais. ancien fertilisateur Christoflo. Ben, je peux vous le montrer, là, je l'ai là à côté de Ouais. moi. Je vous l'ai préparé. Vous voyez, c'est un objet qui est très lourd en fonte. Vous voyez, et ils enterraient ça dans les terres, dans Ouais. les champs. Ouais. Ouais, voilà, on voit, d'accord. Et l'électricité passe à travers. Comment ça fonctionne? Je comprends pas trop le principe. C'est-à-dire que ça s'enterre, vous dites? Ben, comment ça fonctionne, ça c'est très mystérieux, hein. Mais, Ah, d'accord. mais ça fonctionne, dans le sens que voilà, il explique bien ça dans son livre, mais disons, mais très pratiquement comment il faisait, il enterrait cet objet dans la terre, Ouais. et après, au bout, vous voyez, là, il y a un boulon, et là, on reliait un fil de fer galvanisé ou un fil de fer. Et ce fil de fer, il courait dans tout le champ nord-sud. Il était placé Ouais. parfaitement nord-sud. Ah, donc un fil de fer comme ça. Ah, je vous montre très pratiquement, Ouais, hein, ouais, ouais, ouais. ouais. D'accord. Et, euh, et vous mettez ça nord-sud. Et après, il y avait certaines énergies qui étaient amplifiées autour. Ouais. Et il disait que ça supprimait, dans ses documentations de l'époque, il disait que ça supprimait tout engrais artificiel ou même biologique, qu'il n'y avait plus besoin de mettre des engrais, que ça supprimait tous les problèmes des nitrates. Et donc, dans ce temps-là, il y avait déjà le problème de la pollution au nitrate et des choses D'accord. comme ça. Donc, Ouais. c'est assez fou, hein. Et, euh, et effectivement, ben moi, j'ai comme ça réétudié le sujet et j'ai testé ça d'abord dans mon potager, après dans d'autres potagers, après chez des agriculteurs et effectivement, ça fonctionne très bien. On peut, dans mes premiers tests, j'arrivais facilement comme ça, à augmenter les récoltes de 30% rien qu'avec ce genre de système, D'accord. hein. On peut aussi mettre simplement des aimants nord-sud, Ouais. et après relier l'aimant avec un fil de fer galvanisé. Ouais. Euh, Ce qui est important dans cette technique, c'est vraiment de mettre les choses en harmonie avec le champ magnétique terrestre. C'est ça, Donc, voilà. C'est pour ça il y a cet axe nord-sud. Ça, c'est très important de respecter ouais, les champs terrestres, quoi. ouais, parce que c'est des antennes, disons, qui vont agir avec les champs magnétiques terrestres, Ouais, hein, d'accord. qui vont les amplifier. C'est un peu comme une radio. Ben, on a plein d'ondes autour de nous, mais si on veut capter la radio, il faut l'objet, il faut l'antenne. Vous Oui. voyez, mais les ondes sont autour de nous. Et l'énergie est là comme ça partout. Après, il faut des dispositifs pour capter cette énergie-là et la transformer dans des énergies utilisables par les plantes ou pour augmenter la fertilité de la terre. Ouais. Ce qui voudrait dire qu'en fait, euh, qui a eu intérêt en fait à donc on va dire ne pas développer cette technologie, ce sont les industriels de on va dire de la chimie quoi, ceux qui développent les pesticides etc. Ouais. Alors parce Ah que bah oui, les, déjà que Justin Christoflo, il y a des articles qu'on peut retrouver dans les archives sur Internet, dans les archives des années 20-30. Ben, Justin Christoflo, il était en procès contre Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est une grande société ouais, française qui est producteur d'engrais chimiques. ouais, Et déjà dans ce temps-là, ils essayaient d'embêter Justin Christoflo. Parce que un exemple avec ces systèmes d'électroculture, quand c'est bien utilisé, ça permet de ne plus du tout utiliser d'engrais ou même de pesticides. Donc, ça veut dire que leur chiffre d'affaires, il s'effondre si la technique est trop connue. Et aussi la technique, par exemple pour un agriculteur, une fois qu'il a installé des systèmes en place, presque du jour au lendemain, il va réduire ou diminuer fortement sa consommation d'engrais, de pesticides, et au fil des années, il ne va plus en utiliser du tout. Euh, Ça fait un très grand manque à gagner. Et dans l'agriculture, ils sont victimes des mêmes problèmes comme ailleurs. C'est la société de consommation. ouais, Euh, euh, Tous les produits
qui sont mis à disposition, qui sont revendus, c'est toujours des consommables qui doivent racheter chaque année. On ne propose plus des vraies solutions. On propose toujours du consommable, tout devient consommable. Et ces techniques d'électroculture, ils s'inscrivent pas du tout là-dedans. Ça apporte des solutions. Une fois Ouais. qu'on a un système en place, ben, il est là pour des dizaines, voire des dizaines d'années, ou voire Ouais. plus. Est-ce qu'il y a des pays qui se sont engagés, on va dire, dans la voie de l'électroculture plus en avant, vraiment de façon officielle? À ma connaissance, non, Mhm. mais disons que les pays asiatiques Oui, et les pays à l'Est, la Russie aussi, l'Inde et même des pays en Amérique du Sud, ben, on voit un peu les différents blocs, vous voyez. ouais. Hein, ben, ils sont plus ouverts à ces techniques d'électroculture que les pays occidentaux. Oui, parce qu'il y a moins, on imagine que ils ont moins de sociétés leaders dans le domaine de la chimie agroalimentaire comme celle-là, quoi. Ouais. Ben, peut-être, mais Non? il y a aussi des grandes sociétés là, mais Ouais, disons qu'il y a je pense qu'il y a une certaine ouverture d'esprit qui est plus grande. ouais, Hein, la philosophie euh, ben, différente. Hein. Ici, tout ce qui est un peu alternatif est persécuté. Par exemple, quand j'en parle ici avec avec des professeurs ou des universitaires, ben, il n'y en a aucun qui fait des recherches sur le sujet. Et ils ne veulent même pas en faire parce que ça ne cadre pas dans le moule. S'ils font ça, ils ne vont pas recevoir des crédits, etc. Hein, par exemple, j'ai eu un jour un professeur chinois qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, si vous venez, vous pouvez donner des cours à mes élèves chinois et tout, et logement, nourriture, et tout est payé, vous voyez. ouais. Euh, que je m'imagine pas avoir une telle proposition en France, par exemple. Ah, il y a un gros problème culturel. Hein. Mais maintenant, la France, comme dans beaucoup de domaines, elle a beaucoup inventé. Dans le domaine de l'électroculture, ben, elle a beaucoup inventé. Elle a beaucoup fait des recherches ou fait des expériences dans le passé. Mais c'était surtout aussi des expériences par des particuliers, des petits artisans et industriels, mais des petites entreprises comme Justin Christoflo. C'était pas trop dans le domaine officiel, Ouais. bien que, mais dans le domaine officiel, il faut comprendre aussi leur logique. Dans le domaine officiel, souvent, ils sont là pour créer du consommable, pour faire fonctionner l'économie, soi-disant. Donc, aider leurs copains, des lobbies, etc. Donc, dans le domaine officiel, ils ont aussi fait des expériences d'électroculture qu'on retrouve, mais comme par hasard, c'est toutes des expériences où ils utilisent de l'électricité artificielle. Ah. Et Et là, ça se comprend parce que alors leur idée était s'ils trouvent une technique avec de l'électricité artificielle qui fonctionne, alors ils peuvent vendre, ils peuvent mettre un compteur chez l'agriculteur et lui vendre l'électricité. Vous voyez? Et Oui, c'est nouveau dans le consommable. ouais, ben voilà, parce qu'en fait, cette technique-là, justement, elle fonctionne pas avec de l'électricité artificielle, c'est ça? Oui, voilà, il y a aucune. Ben, les techniques d'électricité passif, j'appelle ça. Donc, on utilise l'électricité naturelle qu'on va capter, Mhm. comme avec des paratonnerres ou des choses comme ça. Ben, elle n'utilise pas d'électricité artificielle, donc on n'a pas de consommable. On a juste un dispositif en place. Mais une fois qu'on a mis une antenne en place, ben, elle reste en place, elle ne se dégrade pas, elle n'a aucune raison de se dégrader. Hein, elle reste en place pour toujours. Là, ou jusque quand l'érosion l'aura détruit, mais ça prend des dizaines d'années. Ouais. Ouais. Et disons que ça, c'est des solutions durables et ça n'intéresse pas les industriels.
Ce serait comme si on viendrait avec un système d'énergie libre qui fait de l'électricité gratuite et qui coûte pas cher et on va aller présenter ça à EDF avec leur centrale nucléaire. Ça ne les intéresse pas. Et, c'est- c'est- Mais, et l'État, ça ne les intéresse pas. Imaginons l'État qui vend à chaque agriculteur par hectare, c'est des milliers d'euros d'engrais par an. 100 hectares, on va dire que ça fait 100 000 euros d'engrais par an. Donc, on peut multiplier le nombre d'hectares en France par 1000 euros, par exemple. Ah, je fais des chiffres à la louche, hein. Et là-dessus, il y a de la TVA, il y a les taxes, hein. Donc, imaginez combien de milliards cela fait, ou des centaines de millions d'euros que ça fait dans les caisses de l'État. Donc, que si on propose un système d'électroculture, ben, ça fait autant d'hectares qui sont traités par électroculture, ça fait autant d'hectares de revenus en moins pour l'État il faut changer le système économique. Alors, le système économique, on revient, tout est lié, hein, pourquoi ces solutions n'ont pas vu le jour ou ne se sont pas développées. Ben, c'est principalement le système économique qui va plutôt pousser des produits des consommables, à des sociétés qui vendent des consommables, parce qu'eux, ils font des revenus récurrents, des revenus qui se répètent, donc ils deviennent de plus en plus riches. Et les sociétés qui vendent un produit une fois pour toutes, après, une fois qu'ils ont vendu le produit au client, ils n'ont plus besoin de revoir le client. Un exemple, moi, quand j'ai un client, un agriculteur ou un maraîcher, si je lui explique tout et qu'après il pratique, il utilise mes techniques, après j'ai plus besoin de le revoir. C'est un peu comme un médecin, s'il guérit son patient, il n'a plus besoin de le revoir, hein. Mais on voit aussi dans l'industrie du médicament, il faut aussi du consommable, et c'est comme ça partout. Et il faut, disons, on a un peu les mêmes logiques comme dans le domaine, les problèmes dans le domaine de l'énergie libre, ou les problèmes dans le domaine de la santé, ou ici dans l'agriculture, hein. C'est c'est- c'est la société de consommation, hein, du consommable. Et comme ça rend les gens d'une certaine façon esclaves. Et les agriculteurs aujourd'hui, ils sont très esclaves de l'endettement des ouais, produits donc chimiques. ils ont intérêt à conserver ce système. On me parle aussi, voilà, bah, il y a une question de VV, je sais que vous le connaissez, on lui passe le bonjour, Ah oui, il était chez nous ouais, il y a pas longtemps aussi. Et oui. il demande, peut-on encoder des fréquences d'une protéine en mélodie et ainsi agir sur les plantes et les humains avec certaines mélodies? Oui, disons les mélodies. Donc, une mélodie, c'est comme un code, hein, c'est comme une clé, mélodie dans la musique, par exemple. Et disons là, il fait allusion à des techniques. Parce qu'il sait que je connais bien le sujet de l'influence de la musique sur les plantes, Mhm. parce que j'ai fait une thèse de fin d'études dans les années 90-2000. C'est comme ça que j'ai eu mon diplôme, difficilement, on va dire, à cause de ce sujet. Et, euh, et après, il fait allusion à une technique qu'on appelle la génodique ou l'utilisation des protéodies. Et c'est quoi? C'est qu'on peut créer des codes sonores, des sortes de mélodies qui correspondent à une protéine donnée, par exemple. Ouais. Pour une plante, par exemple du chlorophylle, par exemple, ou chez un humain, l'hémoglobine, ou d'autres protéines. Et toutes les protéines, ils sont codées, on a comme un plan d'architecte dans nos gènes, hein, notre carte génétique, code pour les protéines, par exemple la kératine dans nos cheveux, par exemple. Et on peut activer ces processus, hein, ou stimuler la production d'une protéine ou d'une matière active dans une plante euh, ou une enzyme avec les ondes, avec une mélodie très spécifique qui peut entrer en résonance avec ce processus. Et on appelle ça des protéodies. Et ça peut se calculer assez très scientifique. Euh, il y a une démarche très scientifique derrière, mais c'est un peu comme en biotechnologie où
en génétique où si on veut augmenter un certain caractère de la plante, par exemple, augmenter la croissance, ben alors on va peut-être introduire des gènes qui vont augmenter la production d'une hormone de croissance, par exemple. Ben, là, au lieu de bricoler mécaniquement, on va le faire avec des ondes. On va stimuler ces processus avec des ondes. Maintenant, mais moi, je ne suis pas trop pour, parce qu'on peut tomber dans les mêmes pièges qu'avec l'industrie chimique ou agrochimique, c'est qu'on va traiter les symptômes. On a un problème et on va bidouiller, au lieu de mécaniquement ou avec des produits chimiques, on va bidouiller avec les ondes. On peut aussi avoir des graves problèmes secondaires et faire beaucoup de dégâts avec les ondes. Et on peut faire du bien aussi. Donc, il faut voir tout ça dans son contexte et dans chaque cas est particulier. Mais est-ce que Mais pas... disons, c'est pas pour jouer avec cette technique. Oui, parce que par exemple, donc les fabricants de toutes ces machines qui utilisent un système d'ondes, est-ce qu'ils ils prennent en compte ce que vous nous expliquez justement sur les fréquences et sur le bienfait de certaines fréquences ou justement on va dire la nuisance d'autres, quoi. Est-ce que ces facteurs-là sont pris en compte ou pas? Non, non, je pense que globalement, la plupart tout ce qui est domaine des ondes est encore très très méconnu, hein. Ouais. Même si on pense qu'on est peut-être au top de la civilisation et des connaissances de ça, à mon avis, on est encore des grands ignorants par rapport à ce qu'on connaîtra dans 100 ans sur le sujet. Et à mon avis, on se trouve un peu dans le même état comme au début du siècle, quand ils découvraient la radioactivité. Ben, ils pensaient que c'était une solution à tout, l'uranium et le radium, et après ils faisaient des boissons énergisants comme les boissons énergisants chimiques d'aujourd'hui, hein, mais avec la radioactivité dedans. Ils faisaient des engrais radioactifs même qu'ils ont déversés sur les champs. Ils faisaient même j'ai même lu dans un livre de Lakowski, ils faisaient même des pansements avec des produits radioactifs comme ça. Ça pouvait rayonner continuellement, tuer les bactéries continuellement. On n'avait pas besoin de faire des rayons une fois par jour ou par semaine dans un traitement de rayons cancéreux ou quoi, non. Et on mettait carrément directement des pansements radioactifs. Et après, naturellement, aujourd'hui, on ne le fait plus parce qu'ils se sont bien aperçus que ça ne faisait pas du bien. Et, et aujourd'hui, on est pareil avec les ondes, hein. Il y a un tas d'ondes qui sont très néfastes, mais les gens n'en sont pas du tout conscients. Et ça fait fonctionner l'économie. Un exemple, quelqu'un, il attrape mal de tête. Ouais. Il va penser que c'est parce que ce qu'il a mangé était peut-être pas bon, ou il va penser dans son niveau de conscience, de ce qu'il a conscient qui peut avoir une influence sur son mal de tête, s'il pense encore un petit peu. Mais s'il est ignorant que des ondes ou de Wi-Fi peut lui faire un mal de tête, ben, il va jamais penser à débrancher son Wi-Fi. Il va continuer à avoir mal de tête, il va prendre des médicaments, il va faire un tas de choses, et le médecin ne va jamais lui dire. Et ça fait fonctionner l'économie. Et, et comme ça, plein de choses. Les ondes, il y a de plus en plus de gens électrosensibles. Ben, ça veut tout dire, hein. C'est qu'il y a un grave problème dans ce domaine-là. Il y a même des gens qui tombent carrément dans les pommes quand il y a trop d'ondes. Il y a des gens, ils peuvent presque plus aller dans les grandes villes comme Paris ou d'autres à cause de ça. Maintenant, heureusement, on n'est pas tous dans ces cas-là, mais c'est pas parce qu'on n'a pas des conséquences directes sur notre santé directement que ça ne nous influence pas. Ça nous influence aussi. Notre corps, il a alors besoin d'un surplus d'énergie pour toujours rétablir tous les dégâts que ça fait continuellement sur nous. Et alors, on fatigue plus vite, etc. Mais après,
c'est plus des spécialistes autour des ondes qui peuvent répondre à ça, hein, mais je connais bien aussi le sujet, mais Ouais. mais moi je m'intéresse plutôt après aux applications pour l'agriculture et à développer, à redécouvrir les anciennes techniques et à les essayer, et à développer des applications adaptées à aujourd'hui. Ouais. Un exemple, hein, ben, avant, il y avait cet objet en fonte qui pèse plusieurs kilos, qui a été installé dans un champ, et que maintenant, ben, je fais des petits objets comme ça. Voilà, par exemple, ça c'est un petit objet, c'est Ah une ouais. petite antenne magnétique que j'ai conçue.